1955. Winston Churchill démissionne de son poste de Premier ministre britannique et donne à cette occasion au 10 Downing Street un dîner d'adieu dont la reine est l'invité d'honneur. Il laisse derrière lui un pays en proie à son passé de puissance impériale, ainsi qu'une situation préoccupante à Chypre où des manifestants réclament un rapprochement avec la Grèce. La France est aussi confrontée à des difficultés coloniales. En Algérie, des émeutes éclatent dans les villes et le pays réclame son indépendance. En revanche, les États-Unis connaissent une période de prospérité et de stabilité. L'économie est en plein essor et l'industrie des loisirs et du tourisme prend toute son ampleur avec la création du parc d'attractions Disneyland en Californie. La Floride, où allait bientôt être construit Disney World, connaît également un boom touristique grâce à son climat et à ses plages. De grandes compagnies s'y sont implantées et offrent tous les divertissements possibles aux vacanciers. De grosses fortunes se bâtissent avec des moyens plus ou moins honnêtes. Le matin du 15 juin 1955, la police reçoit un appel d'une résidence située en bord de mer à Manalapan, près de Palm Beach, en Floride. Deux ouvriers déclarent au shérif John Kirk qu'on les a contactés vers 8h30 afin de réparer une vitre cassée. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont appelés à effectuer des travaux pour les propriétaires de la villa, le juge Eugene Shillingworth et sa femme Marjorie. Ils ont tout d'abord été surpris de ne pas les trouver dans la maison. En effet, le juge est d'habitude d'une ponctualité exemplaire. La voiture des Shillingworth est encore dans le garage et on a dressé la table pour le petit déjeuner. En attendant le retour du juge et de sa femme, les ouvriers décident d'aller se baigner. Mais ce qu'ils découvrent en se dirigeant vers la plage les fait changer d'avis. Les portes qui donnent sur le porche sont grandes ouvertes et la lampe extérieure a été cassée. L'escalier est couvert de gouttes de sang séchées et les traces continuent en direction de la plage. Tout au long du sentier qui mène à la mer, ils aperçoivent des traces de pas et d'autres gouttes de sang ici et là. Shillingworth, âgé de 66 ans, occupe la fonction de juge senior du 15e district judiciaire de Floride. Caustique et austère, il siège au tribunal depuis plus de 30 ans et est connu pour son intégrité. Marjorie, sa femme, est de quelques années sa cadette. Ils ont 3 filles qui ont toutes quitté la maison. La police interdit l'accès de la résidence et commence les recherches. À la tombée de la nuit, les Shillingworth sont toujours introuvables. La porte d'entrée avait été fermée à clé et le moteur de la voiture était froid. Les lits avaient été utilisés pendant la nuit, mais dans la maison, il n'y avait aucun signe de lutte. On avait aperçu les Shillingworth la veille au soir à Palm Beach en compagnie de leur fille qu'ils avaient quittée vers 21h pour rentrer chez eux. Dans le courant de la soirée, on apprend que les taches de sang retrouvées sur les marches appartiennent au même groupe sanguin que celui de Madame Shillingworth. Il semble évident que des actes de violence ont été commis et que les Shillingworth ont été enlevés de force. Voilà tout ce que l'on sait pour le moment, mais le shérif Kirk a visiblement engagé une enquête de grande envergure. Shérif, pouvez-vous me dire combien de personnes participent aux recherches des disparus?
Ce soir, probablement une centaine. Ce sont des officiers qui appartiennent à quelle branche? À toutes les branches. La police de Palm Beach, de West Palm Beach, de Lake Worth, de Delray, des gardes-côtes et des services du shérif. Malgré une forte récompense offerte et des recherches minutieuses sur la côte, on ne retrouvera pas les Chillingworth, contrairement à ce qu'annonceront prématurément des rapports trop optimistes. Cette disparition viendra s'ajouter à une liste d'affaires non élucidée. Moins de 3 semaines après ces événements, le procureur général Philip O'Connell de Palm Beach reçoit un coup de téléphone anonyme. La prochaine fois, c'est ton tour. Les mois passent sans aucun signe des Chillingworth. O'Connell se met à rechercher qui, à Palm Beach, aurait eu particulièrement intérêt à faire disparaître le juge. Il ne parvient pas à chasser de son esprit le nom de Joseph Peel. À 31 ans, Peel est le seul juge municipal de West Palm Beach. Sa femme Imogen et lui mènent un train de vie très confortable. Il possède une grande maison et 2 voitures, une Cadillac climatisée et une Lincoln Continental, et tout cela sur un salaire de seulement $3 000. On raconte que le juge Peel n'a pas toujours été très scrupuleux quant à la provenance des revenus nécessaires au maintien de son style de vie. Peel s'est brouillé avec Chillingworth en juin 1953. Le vieux juge qui présidait un conseil disciplinaire l'avait réprimandé en public. En mai 1955, Peel fut de nouveau accusé de mauvaise conduite professionnelle et on avait entendu Chillingworth dire que si le jeune juge comparaissait encore une fois devant lui, il briserait sa carrière de telle manière qu'il ne puisse plus jamais se présenter à la barre. Après la disparition de Chillingworth, Peel comparaît devant un autre juge et est finalement rayé du tableau de l'ordre des avocats pour 90 jours. Début 1957, il ne travaille plus beaucoup pour le système judiciaire, mais mène toujours le même train de vie. Puis, à la stupeur générale, le juge Peel est arrêté et inculpé de complicité dans une affaire d'agression, ainsi qu'un escroc de petite main répondant au nom de Floyd Holzapfel, surnommé Loki, et un agent d'assurance, James Yenzer. On accuse Peel d'être impliqué dans le meurtre d'un jeune avocat sur lequel il avait pris une assurance vie et dont l'indemnité était doublée en cas de mort violente. On soupçonne Peel d'avoir attiré le jeune homme dans un bar et Holzapfel de l'avoir attaqué. Mais au tribunal, Holzapfel réussit à persuader le jury que le jeune homme avait fait des remarques désobligeantes sur sa femme et que cela l'avait rendu fou furieux. Il est déclaré non coupable et toutes les charges envers ses associés sont abandonnées. Néanmoins, Peel est définitivement rayé de l'ordre des avocats. Il se lance alors dans le commerce et monte une entreprise en bâtiment dans laquelle Floyd Holzapfel est son associé. Holzapfel a déjà été condamné à de nombreuses reprises et notamment pour vol à main armée. Des rumeurs circulent selon lesquelles Peel et lui sont associés depuis longtemps avec un racketteur du nom de Bobby Lincoln qui contrôle les jeux d'argent très lucratifs de Palm Beach. Au milieu des années 50, ces jeux, bien que très fréquents, sont encore illégaux dans la plupart des États américains. Dans presque toutes les grandes villes, ils sont contrôlés par des gangs locaux et constituent la source principale de leurs revenus avec la drogue, la prostitution et les services de protection. Le racket contrôlé par Bobby Lincoln se présente sous la forme d'un jeu de chiffres nommé Bolita qui se pratique dans la rue. En tant que juge de la région, Peel n'a aucun mal à prévenir les hommes de Lincoln des raids de la police car c'est lui qui signe tous les mandats de perquisition. Il peut aussi faire facilement tomber les charges lors des inculpations. En 1955, Peel empoche des sommes qui peuvent atteindre $3 000 par semaine pour sa protection. Les soupçons d'O'Connell, le procureur général, se confirment en novembre 1958. Le corps d'un jeune gangster est découvert dans une crique près de Palm Beach. On avait attaché des poids à ses pieds. Le shérif John Kirk demande l'aide du département de police et Henry Lovern est envoyé sur place.
Ce dernier comprend très rapidement que Floyd Holzapfel est probablement impliqué dans cette affaire. Au cours de ses recherches, il s'arrange pour rencontrer en secret Jim Yanzer, l'agent d'assurance à présent brouillé avec Holzapfel. Lovern apprend avec stupeur que certaines des rumeurs impliquent Holzapfel et Peel dans la disparition des Chillingworth. Yanzer se propose comme agent clandestin pour le compte de la police et obtient l'autorisation de s'associer à Holzapfel dans d'autres méfaits afin de regagner sa confiance. Quelques semaines plus tard, Yanzer prévient la police. Holzapfel projette de détourner un chargement d'armes destiné aux rebelles du Nicaragua. Cette information permet à la police de déjouer ce plan et de prendre Holzapfel la main dans le sac alors qu'il transportait une impressionnante cargaison d'armes. Dans la confusion de cette arrestation, Yanzer parvient à s'esquiver sans attirer les soupçons des autres malfaiteurs. Holzapfel est finalement remis en liberté provisoire sous caution après avoir obtenu 1 500 $ d'un garant du nom de Wilbur. En février 1959, Floyd Holzapfel passe en jugement. Bien qu'apparemment très décontracté, il n'a pas grand-chose à dire pour sa défense. Il est déclaré coupable et condamné à 15 ans de prison. Néanmoins, il réussit à convaincre le tribunal de le remettre en liberté provisoire, sous caution, et prendre le premier avion pour Rio, ce qui lui fait regretter à Wilbur sa générosité. On soupçonne le juge Peel d'avoir incité Holzapfel à s'enfuir. Très vite, celui-ci contacte Peel pour lui réclamer sa part de l'entreprise. Peel refuse, contacte Yanzer et lui suggère de se débarrasser d'Holzapfel. La police demande alors à Yanzer de contacter Holzapfel à Rio, de lui dire que l'entreprise réalise de larges profits, mais que Peel essaye de l'évincer. Cette ruse a pour objectif de provoquer une confrontation entre Peel et Holzapfel. Le 30 septembre 1960, Peel téléphone à Yanzer pour lui annoncer que Holzapfel est de retour en Floride. La police réussit à enregistrer la conversation au cours de laquelle on entend Peel ordonner « exécute le contrat immédiatement ». Yanzer et Holzapfel se rencontrent dans un hôtel. Ils passent 3 jours ensemble à boire et à faire la fête, constamment sous écoute policière. Holzapfel laisse échapper que Peel et lui-même ont été impliqués dans le meurtre du juge Chillingworth et de sa femme. Le 3 octobre 1960, Holzapfel est à nouveau arrêté. La nuit suivante, il tente de se suicider en s'ouvrant les veines. Les autorités décident alors de passer à l'action en s'appuyant sur les renseignements fournis par Holzapfel. Le juge Peel et un de ses complices, Donald Miles, sont arrêtés pour avoir comploté le meurtre de Holzapfel. Dans un premier temps, Philip O'Connell essaie de minimiser le lien entre cette affaire et le cas Chillingworth. Grâce à l'aide des services du shérif du comté de Broward, Joseph Peel et Donald Miles ont été arrêtés et inculpés de conspiration criminelle. La presse laisse entendre que cette affaire est liée au cas du juge Chillingworth. Qu'en pensez-vous? Je n'ai vraiment aucun commentaire à faire à ce sujet, car je pense qu'il ne serait pas juste de nier, d'admettre, ou simplement de spéculer de quelque manière que ce soit sur les relations entre ces deux cas. Mais Peel parvient à persuader le tribunal de le remettre en liberté provisoire sous caution, et tout comme Holzapfel, il prend la fuite à son tour. Bobby Lincoln, alors en prison, apprend que ses anciens complices ont été arrêtés. À la surprise générale, il annonce que lui aussi a des révélations à faire sur l'affaire Chillingworth et offre de témoigner. En retour, il demande l'immunité. O'Connell accepte son offre et Lincoln passe aux aveux. Il avoue que Peel l'avait contacté avec Holzapfel pour assassiner les Chillingworth. Peel est repéré à Chattanooga. On l'arrête et il est inculpé d'un meurtre à présent vieux de 5 ans. Le procès du juge Peel commence le 7 mars 1961 au tribunal du comté de Sainte-Lucie à Fort Pierce en Floride. Son avocat soutient qu'il n'aurait pas reçu un jugement équitable à Palm Beach. Philip O'Connell dirige l'accusation, secondé par Eugene Spillman.
Carlton Welsh, un avocat de Jacksonville, conduit la défense de Peel. Au cours de son séjour de 5 mois en prison, Holzapfel s'est laissé convaincre de passer aux aveux et de plaider coupable pour l'assassinat au premier degré des Chillingworth. Au tribunal, il reconnaît être impliqué avec Peel et Bobby Lincoln dans l'affaire du racket. Il ajoute que Peel lui a confié que Chillingworth le menaçait de le rayer de l'ordre des avocats, ruinant de ce fait à la fois sa carrière et leur racket lucratif. Peel insistait, il voulait que Holzapfel tue Chillingworth, et Holzapfel fit appel à Bobby Lincoln. Tous deux décidèrent de faire disparaître le juge et de se débarrasser du corps en le jetant dans l'océan. Le 13 juin 1955, ils ont donc acheté une petite barque de pêche ainsi que 2 ceintures de plongée et des poings en plomb. Dans la soirée du 14 juin, Holzapfel et Lincoln ont quitté les docks de Riviera Beach et ont longé la côte jusqu'à la plage où se trouve la résidence des Chillingworth. À minuit, ils ont débarqué et se sont dirigés vers la maison. Lorsque le juge est venu ouvrir, Holzapfel a sorti son arme. En entrant dans la maison, Lincoln cassa la lampe du porche. Puis ils ligotèrent et bâillonnèrent le juge et sa femme. Ils les poussèrent ensuite à l'extérieur et les obligèrent à descendre les escaliers. C'est alors que Mme Chillingworth réussit à défaire son bâillon et se mit à crier. Holzapfel la frappa à la tête de son pistolet, ce qui la fit saigner abondamment. Puis ils les traînèrent sur la plage et enfin dans le bateau. À environ 3 km de la côte, ils coupèrent le moteur. Ils lestèrent une des ceintures avec des poids et la passèrent à la taille de Marjorie Chillingworth, puis ils la poussèrent par-dessus bord, elle coula à pic. Quelques jours après ces révélations, Holzapfel et Bobby Lincoln sont appelés à la barre des témoins. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait qu'ils ont ou non passé une ceinture au juge, ou si ce dernier s'est jeté à l'eau tout seul parce qu'il avait réussi à dénouer les liens qui attachaient ses pieds. Toujours est-il que, le juge s'étant mis à nager, Holzapfel lui asséna un coup de crosse sur la tête, puis ils l'accrochèrent à l'ancre et lui aussi coula à pic. Les 2 meurtriers ramènent le bateau au port. On ne retrouvera jamais les 2 corps. Malgré les tentatives de la défense qui essaie de dresser le portrait d'un homme qui détestait le juge Peel et qui aurait fait n'importe quoi pour noircir sa réputation, Holzapfel donne l'impression, lors de ses aveux, d'apporter un témoignage crédible. De plus, tous les faits matériels sont confirmés par Bobby Lincoln. Ce dernier ajoute un terrible détail. Juste avant que Marjorie Chillingworth ne soit jetée par-dessus bord, son mari s'était écrié « Chérie, n'oublie pas que je t'aime ». Une fois de plus, le jury constate que la défense ne parvient pas à trouver de faille dans les aveux qui forment l'une des bases de l'accusation. Puis Yenzer est appelé à la barre afin de confirmer que Peel a essayé de le persuader de tuer Holzapfel. C'est alors que surgit un élément nouveau. L'accusation démontre que le juge Peel n'a pas abandonné l'idée de se débarrasser du principal témoin de l'accusation. Philip O'Connell est en mesure de faire confirmer par de nombreux prisonniers que Peel a tenté d'empoisonner Holzapfel alors que celui-ci était en détention préventive. Les tentatives d'empoisonnement ont été mises à jour. Nous avons trouvé du cyanure dans un paquet de cigarettes qui avait été remis à un complice dans la prison et qui était directement destiné à Floyd Holzapfel. Le juge Peel est le témoin principal de sa propre défense. Sa femme n'a jamais cessé de lui apporter un soutien inconditionnel, mais nombreux sont ceux qui se sont laissés impressionner par l'unanimité des 2 confessions contre cet homme et par les témoignages relatifs aux autres tentatives de meurtre. En dépit de ceci, Peel nie tous les faits dont on l'accuse. Il affirme n'avoir jamais été complice d'Holzapfel ni de Lincoln et ne leur avoir jamais demandé d'assassiner les Chillingworth. Il nie les avoir engagés à cet effet. Il passe une journée entière dans le box des témoins et emploie tout son charme afin d'influencer le jury.
La défense, quant à elle, déploie tous ses efforts afin de persuader le tribunal et le public, qui a envahi la salle d'audience, que Peel est innocent puisque les corps n'ont pas été retrouvés et que la seule preuve consiste en de simples aveux émanant de 2 criminels. Mais cette thèse manque de consistance. Le 17e jour du procès, le jury se retire pour délibérer. Il revient 2 heures plus tard et déclare à l'unanimité Joseph Peel coupable d'avoir participé à la mort du juge Shillingworth et de sa femme. Peel est condamné à la prison à vie, avec avis en faveur de commutation de peine. Plus tard, on apprit que les membres du jury avaient hésité entre la chaise électrique et la prison à vie. Tandis qu'on emmène Peel, son avocat Carlton Welsh semble ne pas savoir exactement pour quelle cause il vient de se battre. Monsieur Welch, si vous deviez recommencer, changeriez-vous en quoi que ce soit la défense de votre client? Eh bien, en réalité, je n'avais pas vraiment de client. J'essayais tout simplement de mener la défense de la façon dont l'exigent, je crois, les principes publics, en lesquels tous les Américains devraient placer leur foi. Selon ces principes, tout individu a le droit d'être jugé par un jury et non pas par l'opinion publique ou la presse. Le principe est que le jury se situe entre l'individu, les droits de cet individu et l'État. Peu de temps après, Floyd Holzapfel est ramené au tribunal afin d'entendre sa condamnation. À la surprise générale, bien qu'ayant plaidé coupable et ayant contribué au dénouement de l'affaire Peel, il est condamné à la chaise électrique. Holzapfel fait appel et sa peine est finalement réduite à la prison à perpétuité. Il mourra en détention. L'un de ses gardiens, qui le connut assez bien et qui l'appréciait, lui dédia cette épitaphe. Au moins, il fit quelque chose de bien dans sa vie. Il permit à la justice de juger Joe Peel. Cela au moins fit de lui quelqu'un d'important. Le juge Peel n'admit jamais qu'il était coupable de quoi que ce soit. Depuis sa prison, il continua à essayer de prouver son innocence. Monsieur Peel, y a-t-il d'autres éléments nouveaux importants dans votre cas? Oui, il y en a un très intéressant. C'est que nous savons maintenant que si le dossier était à nouveau ouvert, nous pourrions démontrer catégoriquement que Bobby Lincoln ne se trouvait pas à bord du bateau cette nuit-là, comme lui et Holzapfel l'ont affirmé, mais qu'il était à terre, en train de guider le bateau vers la plage. Évidemment, Bobby Lincoln maintint ses déclarations. Mais Peel donna de nouvelles informations. Le jour où le jury s'est retiré pour délibérer sur mon cas, l'avocat de Mme Griggs a fait savoir à M. Welch, M. Roger et moi-même qu'il avait un client qui lui avait affirmé avoir vu le juge Shillingworth au mois de septembre 1955. Une fois de plus, le témoin ne put fournir les preuves à l'appui de ses déclarations, et les corps du juge et de sa femme ne furent jamais retrouvés. Pour sa participation à ce crime, Joseph Peel passa plus de 20 ans en prison. En 1981, quand il fut relâché, il était en phase terminale d'un cancer.